Revêtement de route en béton et terre. La traduction a été réalisée à la demande d'établissements d'enseignement supérieur avec le soutien de la société Ressources Nationales. Australie méridionale. Le réseau routier sillonne le pays, desservant des centres urbains en pleine expansion qui nécessitent des capacités de transport toujours plus importantes. Route rurale. Route nationale. Route locale. Rue de la Ville. Ces routes sont construites de plusieurs façons. En utilisant du gravier naturel, du ballast, du béton. Et avec l'utilisation de sol ciment. Le sol ordinaire, renforcé avec du ciment Portland pour fabriquer un revêtement routier capable de supporter un trafic intense, constitue une solution efficace et peu coûteuse à de nombreux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les ingénieurs lors de la conception des routes. Le sol ciment est composé de terre, à au moins 95% de la masse totale, et de ciment Portland. La quantité de ciment Portland dépend des caractéristiques prévues pour la section de la route et de l'additif stabilisant utilisé. De l'eau. Elle est nécessaire à l'hydratation du ciment dans le mélange, ainsi que pour obtenir un compactage maximal du sol. Lors du mélange, la terre, le ciment et l'eau forment une pâte dense, prête à être utilisée pour la couche structurelle et son compactage. Ensuite, le mélange obtenu durcit, gagne en résistance et ne sort pas du moule. Il se transforme alors en sol-ciment résistant à l'humidité. Dans des conditions sèches, un sol bien compacté peut déjà être utilisé comme structure de chaussée. Cependant, l'humidité pénètre dans la plupart des sols, provoquant une perte de stabilité. Sous l'effet des charges, la chaussée se déforme et tend à se détériorer. En d'autres termes, le sol devient plastique et perd sa résistance. Ce problème peut être résolu en ajoutant du ciment au sol. Le ciment lie toutes les particules du sol en un monolithe, conférant au matériau une résistance structurelle. La pénétration de l'humidité dans la couche structurelle en sol-ciment est minime, et celle-ci conserve sa résistance et sa stabilité quelles que soient les conditions. Le sol-ciment est un matériau semi-rigide qui, grâce à sa haute résistance à la compression, permet de supporter d'importantes charges axiales sans se déformer. En même temps, grâce à sa grande résistance à la flexion, il résiste bien aux charges dynamiques provoquées par la circulation des véhicules. Pour déterminer l'aptitude du sol à la réalisation de la couche structurelle, on prélève des échantillons le long de l'emprise de la route en construction à intervalles réguliers. Lorsqu'on utilise de la terre importée ou issue d'une carrière spécialisée, il est également nécessaire de procéder à une analyse systématique des échantillons. En laboratoire, les échantillons sont soumis à plusieurs tests afin de sélectionner la composition du sol ciment, en déterminant la quantité optimale de ciment et d'eau pour obtenir un seul ciment présentant l'ensemble des caractéristiques physico-mécaniques requises. Lors du choix de la composition du sol ciment, il est d'abord nécessaire de déterminer la densité maximale du sol à son taux d'humidité optimal, selon la méthode de compactage standard.
Pour cela, l'échantillon de sol destiné à l'essai est séché dans une étuve jusqu'à atteindre un état aéré et sec. Après avoir séché l'échantillon à une température ne dépassant pas 100 degrés Celsius, les agrégats du sol sont broyés. Ensuite, on prélève une quantité de sol de la masse requise. L'échantillon prélevé est placé dans une coupelle métallique pour les essais. On ajoute du ciment en fonction des caractéristiques de résistance requises pour le sol ciment. On calcule la quantité d'eau nécessaire pour humidifier l'échantillon prélevé jusqu'au taux d'humidité du premier essai. La quantité d'eau calculée est ajoutée à l'échantillon de sol en plusieurs fois, en mélangeant le sol avec une spatule métallique. Pour déterminer la densité maximale et l'humidité optimale du sol, l'échantillon étudié est chargé par couche dans un moule spécial, puis compacté. Après le compactage, on retire l'embout et on coupe la partie du sol qui dépasse à ras du bord du moule. On pèse la partie cylindrique du moule contenant le sol compacté et on calcule la densité de la structure du sol. On extrait de la partie cylindrique du moule l'échantillon de sol compacté. Ensuite, on prélève des échantillons dans la partie centrale pour déterminer l'humidité du sol. On trace un graphique montrant la variation de la densité sèche du sol en fonction de l'humidité. À partir du point le plus élevé du graphique pour les sols cohésifs, on détermine la valeur de la densité maximale ainsi que l'humidité optimale correspondant. Pour rechercher les dosages optimaux, on prépare plusieurs mélanges de compositions différentes de stabilisants et de ciment dans lesquels la teneur des composants ajoutés varie, avec un certain intervalle. À partir de ces mélanges, on prépare des échantillons cylindriques par compactage, jusqu'à la densité maximale à l'humidité optimale déterminée précédemment. Les échantillons obtenus sont ensuite conservés dans un emballage hermétique pendant 7 jours. Après la période de durcissement prescrite, les échantillons sont extraits et la résistance à la compression est déterminée à l'aide d'une presse hydraulique. Les résultats de ces tests permettent de déterminer la teneur en ciment nécessaire pour atteindre les paramètres de résistance requis. En pratique, les caractéristiques de résistance du sol ciment constituent la base du calcul de toute la structure de la chaussée. Une faible résistance du sol peut indiquer la présence de diverses impuretés dans le sol d'origine, qui entravent l'hydratation du ciment. Lors du renforcement des sols, il est nécessaire d'étudier les caractéristiques physico-mécaniques initiales du sol. On commence par broyer les agrégats du sol.
Tout d'abord, on étudie la composition granulométrique du sol d'origine en analysant la répartition des particules selon leur taille. Pour séparer le sol en fractions selon la méthode du tamissage, on utilise des tamis avec différentes tailles de mailles. On pèse le résidu sur chaque tamis. La répartition des particules de la fraction la plus fine du sol est déterminée par la méthode aréométrique. Pour ça, le résidu est mélangé à de l'eau à l'aide d'un mixeur à grande vitesse. D'après chaque mesure effectuée à l'aréomètre, il convient de calculer la teneur totale en sol à l'aide d'une formule spéciale. Ensuite, il est nécessaire de déterminer la teneur en pourcentage de chaque fraction du sol par soustraction successive de la valeur la plus grande à la plus petite. Les résultats de l'analyse sont consignés dans un registre et l'on trace également un graphique représentant la répartition des particules par tamis en pourcentage. La caractéristique suivante importante du sol est sa plasticité. Elle se caractérise par l'indice de plasticité qui représente la différence entre l'humidité pondérale à la limite de liquidité et l'humidité à la limite de plasticité. Pour cela, le sol est broyé et mélangé à de l'eau afin de préparer un mélange pâteux. L'humidité du sol à la limite de liquidité correspond à ce taux d'humidité. La pâte de sol, dont les bords situés à une distance de 1 cm, se touche après 25 coups. On la détermine en traçant le graphique de la dépendance du nombre de coups sur la table vibrante en fonction de l'humidité du sol. L'humidité à la limite de plasticité correspond à l'humidité à laquelle le sol perd sa plasticité et passe à l'état solide. L'humidité à la limite de roulage est déterminée en roulant le sol en forme de cordon. Elle correspond qualitativement à l'état où le cordon, fabriqué à partir de sol humide, commence à s'effriter en morceaux d'environ 1 cm de long en séchant lors du roulage. Le retrait linéaire est la troisième caractéristique du sol. On appelle retrait la capacité des sols à diminuer de volume lors de l'évaporation de l'humidité. Le sol est mélangé avec une certaine quantité d'eau, puis le mélange obtenu est versé dans un moule spécial. Ensuite, le sol est séché jusqu'à masse constante et l'ampleur du retrait est déterminée. Après avoir déterminé les caractéristiques physico-mécaniques du sol initial, il est nécessaire d'évaluer l'influence de différents additifs et du ciment sur les propriétés du sol renforcé. Pour cela, le sol et une petite quantité de ciment, éventuellement associé à un stabilisant, sont mélangés. De l'eau est ajoutée, puis on façonne des échantillons que l'on laisse reposer pendant 7 jours. Ensuite, les échantillons sont cassés, broyés et les modifications sont déterminées. Des caractéristiques présentées ci-dessus pour chaque composition de sol contenant différentes quantités de ciment ou d'additifs. Un faible pourcentage de ciment ajouté à la composition du sol initial améliore systématiquement ses caractéristiques et permet d'atteindre des niveaux élevés requis pour la réalisation de la couche structurelle de la chaussée. Les résultats le démontrent de manière évidente que pour le sol stabilisé, la limite de plasticité augmente, tandis que l'indice de plasticité diminue avec l'augmentation de la quantité de ciment. La construction d'une route en sol ciment commence par la mise en place d'une fondation, de l'épaisseur requise et des pentes transversales à partir du sol local ou importé. Un compactage de qualité de la fondation est une étape technologique essentielle. Le ciment nécessaire pour la chaussée peut être livré par transport routier dans des sacs. Les sacs sont disposés selon un certain tracé et ouverts.
Ensuite, le ciment est réparti uniformément sur toute la surface de la section de route en construction pour être ensuite mélangé avec le sol. L'intervalle entre les sacs est calculé en fonction de la teneur en ciment requise et de l'épaisseur de la couche structurelle. La répartition du ciment peut se faire à l'aide d'un camion citerne ciment combiné à un répartiteur mécanique. Le ciment est acheminé du camion citerne vers la machine équipée du répartiteur. En avançant sur la chaussée, le répartiteur de ciment applique le ciment en une couche uniforme. Les sacs de ciment peuvent également être répartis mécaniquement à l'aide de tout autre dispositif adapté à cet usage. La dispersion du ciment accélère ainsi considérablement le processus, tout en minimisant l'impact des mauvaises conditions météorologiques. Le mélange du ciment, du sol et de l'eau est réalisé par des machines qui ameublissent, broient et mélangent la composition. Par exemple, le stabilisateur de pH. Il s'agit d'une machine spéciale qui effectue toutes ces opérations en un seul passage. Dans la chambre de mélange, tous les matériaux sont soigneusement mélangés à l'aide d'un rotor équipé de toute une série de couteaux. Ceux-ci broient le contenu pour obtenir un mélange homogène. L'eau en quantité requise est fournie par une citerne qui avance devant l'installation de mélange. Si nécessaire, un additif stabilisant est ajouté, capable d'influencer l'équilibre hydrique du système sol-ciment. Pour atteindre une densité maximale et donc une résistance maximale, le sol-ciment doit être compacté le plus rapidement possible. Après le mélange, le rouleau compresseur doit suivre immédiatement la machine de mélange. Les rouleaux vibrants se sont révélés extrêmement efficaces pour le compactage initial de certains types de sols. Les rouleaux pneumatiques sont généralement utilisés pour le compactage final. Pendant le compactage, la surface de la couche structurelle est nivelée à l'aide d'une niveleuse afin d'éviter les irrégularités qui pourraient ensuite provoquer divers types de défauts. En même temps, la chaussée est également débarrassée de tout objet étranger. L'humidité du sol lors de la mise en place de la couche à base de sol-ciment doit être maintenue à un niveau optimal. Par la suite, il est également nécessaire de maintenir l'humidité de la couche posée jusqu'à ce qu'elle soit recouverte par la couche de revêtement. L'arrosage après le processus de stabilisation est indispensable pour éviter le dessèchement de la surface de la route. Ensuite, la surface de la chaussée en sol-ciment est définitivement profilée afin d'éliminer les petites irrégularités. Ensuite, une couche de bitume est appliquée, nécessaire pour protéger la couche structurale en sol-ciment et pour améliorer ses performances en service. Pour la plupart des chaussées en sol-ciment, l'application de cette couche isolante est prévue afin de permettre la pose d'un revêtement en gravier. En cas de trafic intense, il est possible d'appliquer un mélange d'enrobé bitumineux en tant que couche supérieure.
En plus de la machine de malaxage de la marque PH, d'autres équipements de stabilisation à rotor à grande vitesse sont également utilisés pour ameublir, broyer le sol et le mélanger. Avec le ciment, l'eau destinée au mélange provient d'une citerne qui précède la machine de malaxage. La fraiseuse routière est une autre machine à rotor, conçue pour effectuer plusieurs passages sur la surface de la route. Le mélange croisé est nécessaire pour éviter les zones non mélangées et obtenir une homogénéité totale de la couche mise en place. Au cours de cette opération, l'humidité du mélange est assurée par la répartition de l'eau provenant de la citerne. Dans ce cas, afin d'éviter la formation d'irrégularités à la surface du compactage, un travail de cultivation est effectué avant le passage des rouleaux. L'équipement conçu pour assurer l'ensemble du processus de stabilisation en un seul passage est connu sous le nom de train de stabilisation. Il effectue le broyage, la répartition du ciment, le mélange du béton de sol et le compactage. Le premier maillon de ce mécanisme est le répartiteur de ciment, qui répartit uniformément le ciment à la surface de la couche mise en place, la quantité requise ayant été calculée par des études en laboratoire. Sur l'exemple du sol utilisé, à la sortie, le rotor ameubli broie et mélange le mélange. L'eau provient de la citerne qui le précède. La deuxième machine effectue le compactage et le roulage du mélange préalablement mélangé. Les études en laboratoire du mélange sol-ciment doivent être réalisées régulièrement afin d'être pleinement assurées des caractéristiques obtenues, ainsi que de la marge de résistance et de la durabilité de la couche structurelle de la route réalisée. Respecter toutes les normes. La quantité de ciment peut être déterminée par prélèvement. Des échantillons sont prélevés sur le site de pose. Le prélèvement des échantillons du mélange s'effectue immédiatement après le passage de la machine de malaxage. Ils sont utilisés pour déterminer la quantité optimale d'eau dans le mélange afin d'assurer une densité maximale. Sa quantité est déterminée à l'aide d'un équipement spécial. La résistance projetée du sol-ciment est déterminée en étudiant les caractéristiques de résistance des échantillons de sol, moulés à partir du mélange posé sur place, puis analysés à l'âge prévu par le projet. La
est ensuite envoyé. Revêtement rouge. Création d'infrastructures.